mais si tu as peur, est-ce que c'est pas la raison pour laquelle tu devrais y aller? Et je lui ai dit, bah regarde, j'ai une bouteille de champagne à la maison, je la mets au frigo et on l'ouvrira ensemble quand tu auras signé ton contrat. J'ai monté ma première boîte, j'ai foiré ma première boîte. Et donc c'est un stress de fou où parfois tu es à 2 jours de la faillite. Est-ce que tu es en train de dire que la vie est un jeu vidéo? Aujourd'hui, on reçoit Côme de Marigny, entrepreneur et cofondateur de X et Immersion, une start-up qui a pour but de révolutionner le développement de jeux vidéo grâce à l'intelligence artificielle. À l'heure où le jeu vidéo est la forme de média la plus coûteuse à produire dans le monde de l'industrie culturelle et dont le marché est supérieur au marché du cinéma, de la musique et des arts vivants combinés, X et Immersion fait le pari de devenir un acteur incontournable pour les studios de jeux vidéo. Je connais rien aux jeux vidéo, j'aime pas les jeux vidéo. Je pense que pour moi c'est juste un jeu, c'est pas un business. Convainc-moi genre que c'est un business, quelque chose de sérieux. Et après, tu me recommanderas un jeu, le premier jeu auquel je vais jouer, pour vraiment comprendre et aimer les jeux vidéo. Ok, déjà c'est un défi, mais j'adore. En fait, bon, il y a plusieurs manières d'aborder ça. Premièrement, le jeu vidéo, est-ce que tu sais ce que c'est la taille du marché du jeu vidéo? Non. Le jeu vidéo, c'est 300 milliards de chiffre d'affaires par an dans le monde. Ok. Donc c'est plus que le cinéma, les arts vivants, la musique, la culture, les musées et tout ça. Le tout combiné, tu fais genre x2 et tu as à peu près la taille du jeu vidéo. Donc déjà, c'est pour ça que c'est un marché qui est intéressant. Ok. Deuxièmement, de mon avis, le jeu vidéo, c'est un peu l'art ultime. C'est-à-dire, c'est la combinaison de tous les arts précédents. C'est de la dramaturgie, donc de la narration, de l'écriture, de la musique, de la sculpture, parce que tu fais de la 3D. C'est du cinéma, parce que tu fais des cinématiques. Qu'est-ce que c'est d'autre? Alors bon, de la bande dessinée, peut-être pas, mais c'est une combinaison de quasiment toutes les formes d'art qui existent précédemment. Mhm. Et en plus, tu rajoutes un élément qui est absolument unique, c'est l'interactivité. Donc l'histoire que toi, tu vas vivre, c'est toi qui la façonne. C'est toi qui modèle ton expérience. Et même si tu joues au même jeu qu'une autre personne, à la fin, potentiellement, tu n'as pas du tout vécu la même histoire que Mhm. n'importe quelle autre personne. Et donc, d'un point de vue social, ça veut dire que tu peux aller voir tes potes, dire moi j'ai joué à ce truc, c'était une claque monumentale, j'ai fait ce choix, ce choix, ce choix, ce choix. Et là, tu as la personne en face qui te dit ah, mais moi, j'ai pas fait ce choix du tout, et moi, ça s'est fini de telle manière. Et Mhm. donc, socialement, pour la même expérience, tu as des vécus différents. Et donc, c'est pour ça que ça marche très très bien, le jeu vidéo. Et qu'est-ce que je dois te recommander comme jeu? Impossible à dire. Évidemment, c'est un marché qui est tellement grand, tu vas avoir tous les types de jeux qui existent au monde. Est-ce que ce que tu aimes bien, c'est les trucs cosy? Tu vas aller sur de Animal Crossing, tu vas t'amuser. Mhm. Est-ce que tu aimes voir des trucs magnifiques, contemplatifs, te balader, des trucs très calmes? Tu vas aller sur du Journey, par exemple. Mhm. Est-ce que tu as envie d'un peu de mystère, de comprendre des civilisations? Regarde Chains of Scénar, qui est une Mhm. production française, Pégase de l'année dernière, si je ne me trompe pas. Incroyable. Tu veux des trucs d'action? Vas-y, il y a Hades 2 qui vient de sortir. Tu veux explorer un monde bizarre fait Mhm. d'insectes? T'inquiète, il y a Silksong. Tu veux faire la guerre? Alors là, on a une liste qui ne s'arrête pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu veux jouer seul, tu veux jouer à plusieurs, tu veux Mhm. jouer en coopération, tu veux jouer en compétition. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles. Moi, tu vois, mon type de jeu préféré, c'est un peu les jeux de stratégie, les jeux où je me pose devant mon PC et Mhm. pendant 2 heures, je ne fais que faire des choix toutes les 10 secondes qui sont capitaux pour tout ce qui se passe après. Et donc, tu es obligé d'aller très vite. Tu as ton cerveau qui tourne à 200 à l'heure. Tu pas le temps de t'arrêter. Et tu sais que si tu mets 3 secondes de trop à faire un choix, et ben en fait, tu as fait des erreurs par rapport aux autres personnes qui jouent contre toi. Tu Et vois, c'est horrible, t'es giga stressé en fait. alors, c'est giga stimulant d'un point de vue mental. Et c'est pour ça que c'est cool. Mais ça, c'est chacun a son propre truc. Tu vois. Ouais. Après, pas tous les jeux sont forcément aussi stimulants non plus. Voilà, là Exactement. c'était un exemple. Voilà, voilà. Un jeu comme Journey, que je mentionnais tout à l'heure, c'est un jeu où tu te balades dans un monde onirique qui est hyper beau et tu vas à la vitesse que tu veux. Mais en fait, je vois pas l'intérêt de me balader dans un monde numérique alors que je pourrais me balader, je sais pas, voyager. En En fait, j'ai fait, l'impression que c'est une perte de temps. J'arrive pas à me en dire fait, je que pense qu'il y je a la vais me question de, poser. par exemple, pourquoi tu irais voir un film au cinéma? Ou pourquoi tu irais voir un musée avec des tableaux? Tu peux te poser cette question-là aussi. Ce qu'il faut voir dans le jeu vidéo, tu peux l'aborder de plein de manières différentes.
évidemment, pour moi, c'est avant tout une forme d'art et d'expression, Mhm. autant de la part des créateurs que de la part des joueurs qui vont la traverser. C'est aussi un moyen de se challenger, donc c'est évidemment du divertissement, c'est évidemment quelque chose où tu vas essayer de faire quelque chose, tu vas pas y arriver, tu vas réessayer, réessayer, et tu vas voir une courbe d'apprentissage. Et en fait, l'apprentissage d'une mécanique, d'un gameplay, Mhm. voir que tes performances s'améliorent, c'est un truc qui est très satisfaisant. Et donc, tu as ce feedback de dopamine qui Mhm. te dit, OK, en fait, là, j'ai une expérience qui est cool, et j'avance, je progresse, je découvre des choses nouvelles. Et donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le marché du jeu vidéo, c'est 50% d'hommes, 50% de femmes à peu près, euh, Dans les gens qui jouent? dans les gens qui jouent. Ah ouais? La moyenne est à peu près, je crois que c'est 52-48 pour les femmes d'ailleurs, je crois. Ah ouais? Parce que, J'aurais ouais, pas C'est cru. trop bizarre. parce qu'on compte en particulier tous les jeux mobiles. Hmm. Et il y a en particulier des trucs qui marchent hyper bien. Donc, à une époque, on avait Candy Crush qui fonctionnait vachement Mhm. bien, mais il y a aussi tout un tas de jeux qu'on appelle un peu des jeux narratifs point and click, mais qui sont aussi un peu, tu vois, des jeux de romance et des trucs Mhm. du genre, ou des trucs d'enquête criminelle. Il y avait un jeu qui avait explosé, qui s'appelait Criminal Case, qui était un jeu sur Facebook à l'époque. Ok. Et Waouh. c'était... Attends, faut pas que je dise de bêtises sur les chiffres, mais je crois que c'était genre 10 millions de joueurs actifs par mois. Donc c'était des chiffres monumentaux. Ouais, c'est colossal là. Et donc en fait, quand tu regardes le marché du jeu vidéo, c'est à peu près dans le monde la moitié de mobile, un quart de console, un quart de PC. En Europe, c'est plutôt un quart de mobile et le reste se partage moitié-moitié entre Mhm. console et PC. Tu vas trouver une diversité de jeux et d'expériences que tu peux avoir dedans qui sont énormes. Un des jeux auxquels, alors, un des trucs qui est très cool dans le jeu vidéo, c'est bien évidemment la coopération. Et un des trucs auxquels je joue, moi, là, depuis peu avec ma copine, c'est un jeu qui s'appelle Keep Talking and Nobody Explodes. C'est ce qu'on appelle un jeu asymétrique. C'est hyper drôle. T'en as un qui est en VR et qui Mhm. a devant lui une bombe, et l'autre qui est sur un PC et qui a un manuel pour pour désamorcer la bombe. Ah! Et donc, toi, tu es là devant ta bombe et tu dis, alors, j'ai 5 fils, j'en ai un vert, deux rouges, un bleu, un blanc, j'ai 3 piles sur la bombe et j'ai un machin. Et là, et le manuel est fait pour pas être hyper clair. Et donc, toi, tu commences à regarder, tu dis, alors, attends, si tu as 2 fils, est-ce que tu as ça? Ah oui, mais alors appuie sur tel bouton et ensuite coupe ce fil. Et donc, c'est un jeu de communication où Ok. tu essayes de parler, de découvrir des trucs. Et ça, c'est hyper drôle, en fait. C'est comme si tu jouais à Mhm. un jeu de cartes ou machin. Mais le fait que ça soit numérique te permet de découvrir des expériences qui sont différentes. Ok, ça a l'air stylé. Ça, eh ben voilà, écoute. C'est bon, tu m'as convaincu. Je pensais pas qu'on allait réussir à la convaincre. Et écoute, tu testeras Ah, ça, bien tu joué. verras. Mais du Bien coup, il me joué. faut un truc vert, non? Ça peut aussi jouer sur PC avec une manette. Mais le côté VR Immersion. et l'autre en dehors rajoute ce mur supplémentaire Mhm. de bah, je peux pas venir t'aider en fait. C'est vraiment, je peux pas mettre le casque à ta place, quoi. Trop C'est bien. pour Ah, ça c'est que c'est très marrant, ouais, cool. c'est chacun à son rôle finalement. Exactement, les gameplays asymétriques comme ça Mm. marche vachement bien. Il y en a des tonnes. Un autre exemple de jeu exceptionnel à plusieurs, c'est It Takes Two. Mhm. It Takes Two, c'est un jeu où littéralement tu joues un couple, mais qui sont devenus un peu des poupées. Et tout l'objectif du jeu, c'est que ce couple répare leur couple, parce qu'il était un peu dysfonctionnel. Ok. Et en fait, c'est devenu des jouets de leur enfant, et donc tu te balades dans tous les environnements d'une maison, tu interagis avec les doudous, les Mhm. machins, etc., parce que tout prend vie. Et c'est vraiment des expériences asymétriques où chacun a son rôle, chacun doit faire des choses différentes. Et c'est même assez bien construit pour les couples où, à la base, c'est le mec qui est gamer et la fille qui l'est pas trop. Et enfin, d'ailleurs, ça peut être Ou autre chose l'inverse, que, ouais. voilà, l'inverse, mais qu'il y en ait un qui soit habitué à être gamer et l'autre pas du tout. Et donc, tu as plein de mécaniques qui te sont enseignées doucement, petit à petit, pour que tu puisses Mhm. prendre l'habitude d'utiliser la manette, de te déplacer en 3D, de faire des actions, etc. Donc ça, pareil, c'est une énorme recommandation pour les jeux en coopération à plusieurs. Ok. C'est génial, je recommande fortement. Ok. Mais c'est bizarre parce que c'est des jeux où moi j'ai jamais entendu parler, j'ai jamais vu de publicité ou de marketing. Donc il faut être dans les jeux vidéo pour connaître ces jeux ou ils font quand même. Alors, tu vois, typiquement, It Takes Two, ça a été le jeu de l'année 2020 ou 2021. Ouais. Donc c'est quand même un jeu qui a beaucoup fait parler de lui. Et après, évidemment, tu vois, les bulles de communication, elles ont un peu parfois du mal à sortir. Ouais. Et de toute façon, sur les réseaux sociaux,
Tu vois, sur Instagram, ton algorithme est fait pour te garder dans les trucs où il est Mmh. à peu près sûr que tu vas être intéressé. Et donc, te proposer des contenus en dehors, c'est quand même moins fréquent. Mmh. Après, là, il faut blâmer les algorithmes Ouais, OK. des plateformes, des réseaux sociaux. On pourrait C'est pas parler le sujet, longtemps. mais tout à fait. Ça, je suis d'accord. Donc, est-ce que Euh, tu es convaincu? Je pense que oui, ah, Un mais point. est-ce que j'ai Yes. assez de temps dans ma journée pour jouer aux jeux vidéo? Ça, c'est une autre histoire. Eh ben écoute, je vais te rajouter un argument. Il y a quelque chose qui est en train de changer un peu dans l'industrie qui est hyper intéressant. C'est que en général, on avait beaucoup de jeux premium avec une très haute qualité Ouais. de production, donc que ça soit sur les visuels. Et quand je dis haute qualité de production, ça ne veut pas dire que c'est photoréaliste. Ça peut vouloir dire que la direction artistique est absolument unique. Donc tous ces jeux étaient majoritairement disponibles sur PC et sur console, ce qui veut dire que tu as besoin de ces plateformes-là pour y jouer. Et ils sont de plus en plus portés sur mobile. Donc tu vas avoir des jeux exceptionnels comme donc Tales of Senar que j'ai mentionné, mais aussi Dead Cells, Into the Breach, Balatro, Slay the Spire. Tout ça, c'est des jeux qui ont été portés sur mobile, qui fonctionnent très très bien sur mobile. As Far As the Eye, exceptionnellement beau ce jeu. Et ça te permet de, bah, dans les temps morts de transport, de quand même apprécier des jeux premium, Mmh. qualitatifs, avec une vraie production value comparé à tu vois, des matchs 3 un peu classiques qui sont faits pour te faire dépenser un maximum de thunes le plus rapidement possible. Mmh. Après, il y a plein d'autres jeux qui sont très bien sur mobile, mais il y a cette tendance à l'ultra-accessibilité du jeu vidéo qui vraiment s'accélère. Et je vais d'ailleurs citer une autre boîte qui s'appelle PlayRayon, qui est une boîte française. Et ils font un truc super où, littéralement, sur n'importe quelle page web, je t'envoie un lien, tu cliques, ça t'ouvre une page web et tu peux jouer au jeu. Et en fait, tout est calculé dans le cloud, donc c'est ce qu'on Mmh. appelle du cloud Mhm. computing. Mmh. Donc tu n'as même pas besoin d'avoir une machine puissante, tu as juste ton PC, tu as cliqué sur un lien, boum, tu es déjà en train de jouer à un jeu qui, normalement, t'aurait coûté 50 €, 150 gigas à télécharger, machin. Non, là, c'est tac, 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 t'es dans le jeu. Ouais, c'est aussi accessible qu'une vidéo YouTube finalement. Exactement. Et donc, cette direction vers laquelle enfin, va le futur du jeu vidéo, c'est en fait, il faut retirer les barrières Mmh. entre le moment où j'entends parler d'un jeu et le moment où je suis en train de m'amuser avec mes potes. Et Mmh. ça, c'est plus tu casses des barrières, plus tu fais rentrer des personnes nouvelles dans le jeu vidéo, et plus tu fais comprendre qu'en fait, c'est un mode de divertissement qui est top, et c'est une forme d'art qui est passionnante. OK. Mais pourquoi il y a une mauvaise image des jeux vidéo, en tout cas chez peut-être la Les vieille générations plus génération, vieilles, oui. mais même moi en vrai, hein. Mais pendant longtemps, on a entendu dire que les jeux vidéo rendaient violents parce que, les on va dire, la ménagère de 40 ans voyait son fils jouer à Call of Duty et ne pas venir quand elle l'appelait, pour aller dîner. Ce que je viens de dire est méga cliché, mais en fait, c'est un peu cet esprit-là qui a été beaucoup poussé par, les médias, qui a beaucoup été mis en place pour essayer de pousser à d'autres formes de consommation d'entertainment, de Mmh. divertissement. Alors qu'en fait, c'est basé sur absolument rien. Le jeu vidéo, globalement améliore les réflexes, Mmh. globalement améliore la vision qu'on a, d'un monde en 3D. Donc, bêtement, tu te repères mieux dans l'espace quand tu as l'habitude de jouer à des jeux Ah bon? vidéo. Ouais. Autre chose intéressante, il y a des études, sur le sujet. En général, les gens qui jouent à des jeux contrôlent bien mieux leurs rêves. Parce que ton cerveau est habitué à contrôler un univers virtuel Mmh. et dans le fond, c'est pas très différent de ton rêve. Et donc quand tu te retrouves dans un cauchemar, très souvent, enfin, les gens qui sont habitués aux jeux vidéo ont moins de cauchemars et arrivent plus à les transformer en rêves, donc des trucs un peu moins traumatiques, parce que tu as cette habitude de dire non, mais en fait, je contrôle ce qui se passe, même si c'est pas le monde réel physique. Ah, c'est OK. marrant ça. OK. J'ai jamais Des entendu points parler de ça. positifs en fait à faire du jeu Et vidéo. pour moi, c'est une chose magnifique. Pour moi, le jeu vidéo, c'est enfin, c'est une industrie exceptionnelle. C'est des gens. Alors, et je vais rajouter ça. L'industrie du jeu vidéo, c'est des gens passionnés. Et les gens passionnés sont passionnants. J'adore bosser avec des gens dans ce monde-là. Alors, en plus, moi, je suis dans le domaine de l'IA. Donc, c'est encore plus des gens passionnés. Donc, je suis un marginal séquent qui est Mais trop bien. pourquoi? Mais pourquoi? Sont plus passionnés ceux qui sont Parce que c'est des créatifs, parce que
tu as vraiment une force d'expression qui est très forte. En fait, littéralement, on te donne un tableau sur lequel t'exprimer qui est en 3D et qui est interactif et qui va bouger. Et donc, tu peux faire passer tes opinions, ta politique, ta vision du monde, tes sentiments sur qu'est-ce que c'est pour toi l'art, comment est-ce que tu veux exprimer des choses, comment tu veux faire passer des idées, faire passer des messages. Tu vois, il y a beaucoup de jeux qui sont des représentations de différents états mentaux. Par exemple, un excellent jeu qui s'appelle Céleste, merveilleuse musique par Lena Raine, où c'est un platformer, donc tu grimpes une montagne, et c'est vraiment genre, l'objectif c'est de grimper une montagne. La trame de fond de ce jeu, c'est la dépression. Et comment est-ce que cette personne gravit la montagne de sa dépression pour revenir dans un état mental correct et sain et heureux. Et en fait, tu te retrouves même à te retrouver contre la version maléfique de toi-même, qui est la personnification de la dépression du personnage. Et au final, tu te rends compte qu'il faut l'accepter et te travailler entre guillemets avec ta condition, parce qu'à partir du moment où tu acceptes le fait que bah, tu es en dépression, et tu peux commencer à travailler dessus. Et donc c'est à partir de ce moment-là que tu commences à gravir de plus en plus vite la montagne et à te sortir de cette situation. Il y a un autre super jeu français qui s'appelle Under the Wave, où tu joues un personnage qui s'isole un peu au fond d'une base sous-marine et qui va explorer un peu les fonds marins, réparer la base sous-marine et faire deux, trois trucs. Et toute la trame de fond de ce jeu, c'est le deuil. Donc, Super. non, mais le personnage principal a subi un deuil, mais c'est pas dit, c'est suggéré, supposé, c'est jamais vraiment explicité. Et donc, plus tu avances dans le jeu, plus le personnage va s'enfoncer dans les profondeurs sous la mer. Donc, c'est vraiment comment est-ce que tu gères le deuil et ensuite comment est-ce que tu arrives à en ressortir. Donc, très souvent, le jeu vidéo, c'est des messages. C'est comment est-ce que tu transmets tes émotions et comment est-ce que tu arrives à aller au-delà des choses qui te bloquent. C'est pour ça que c'est merveilleux. Finalement, tu peux un peu le voir comme les musées d'art moderne, où ils essaient de faire des œuvres interactives basées sur des émotions ou sur des idées qu'ils ont, finalement. Ça ressemble un peu, je pense. Maintenant, au niveau de l'entrepreneuriat, pourquoi tu as entrepris? Qu'est-ce qui t'a poussé d'entreprendre? Est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneur ou c'est tombé comme ça? Alors, j'ai plusieurs manières de répondre à ça. Parce que je pourrais dire, j'ai toujours voulu entreprendre. Ce qui, d'un côté, est un peu vrai. La réalité, c'est que j'ai toujours voulu créer des choses et je me suis rendu compte que bien plus tard que c'était de l'entrepreneuriat. Un des premiers trucs que j'ai fait quand j'étais étudiant, c'est j'ai rassemblé 2-3 potes à moi et je me suis dit, allez, c'est un peu le truc du moment, on va créer une chaîne YouTube, on va faire du gaming sur YouTube. Et en fait, bon, bah, ça n'a pas marché, ça a été complexe, c'est un peu tombé à l'eau. C'est pas grave, j'en ai pris deux autres et j'ai dit, allez, on va se mettre sur Twitch et on va faire des trucs sur Twitch ensemble et on va essayer d'être streamer et de créer des trucs. Bon, c'est un peu tombé à l'eau, bon, pas grave, tant pis. C'était une expérience marrante, ça a duré quelques mois, c'était très drôle. Et ensuite, bah, j'étais à cette époque-là en master et je me suis dit, bah, donc à cette époque-là, j'étais en master de microélectronique et il manquait un peu un truc de une structure pour aider les étudiants qui avaient des projets pour les mettre en place. On avait un Fab Lab l'association du Fab Lab s'était un peu cassé la gueule. Et donc, c'était en train d'être repris par 2-3 autres personnes. Et avec un pote, on s'est dit, OK, on va monter une asso pour aider les étudiants à créer des projets. Donc, il y avait déjà une junior entreprise, il y avait un truc de Fab Lab, et nous, on était un peu l'entre-deux, où on allait voir des gens et on leur disait, bah, OK, t'as un projet qui est hyper cool, mais bon, bah, t'es comme tout le monde, t'es étudiant, tu sais pas comment gérer les choses, comment recruter des gens, comment t'aider. Bon, bah, on va te faire rentrer dans cet asso, on va te mettre responsable de ce projet que tu es en train de monter, on va t'aider à trouver des gens, à les intégrer, on va te faire revenir à des événements, on va organiser de la communication autour de ce que tu fais, et on va mettre en commun tout un tas de ressources pour aider des étudiants à monter des projets. Et il y a eu des projets exceptionnels qui sont sortis de ça. Donc on a fait des hackathons, on a fait des concours sur des sciences, sur de la communication dans la science. Et un des projets dont je suis le plus fier qui est sorti de ça, c'est un truc qui s'appelle le projet Hypatie, qui est à la base porté par Benjamin Rigaud. Son idée un peu folle, c'était partir du constat que sur la Tour Eiffel, au premier étage, il y a le nom de 72 hommes.
qui sont des scientifiques et artistes français entre, je crois que c'est 1700 et 1890, un truc comme ça. En tant que non-parisien, je ne savais pas ça. Je tiens à le dire. Je suis jamais montée sur la Tour Eiffel, donc je sais pas. Ça se voit de l'extérieur, en fait. Ça se voit même assez bien quand en fait, c'est des lettres énormes qui sont écrites tout autour à l'extérieur. Ok. Et lui, son idée un peu folle, c'était de se dire, bon, bah, pourquoi il n'y a que des hommes? Mettons des femmes, mettons les femmes au 2e étage, donc il y a moins de place, donc il y en aura un peu moins, il y en aura une quarantaine, et faisons un projet autour de ça. Il a commencé ce projet en 2019, je pense, un truc comme ça. Il a travaillé comme un fou. Il a pris les contacts d'à peu près tout le monde. Il a réussi à convaincre des gens à droite, à gauche, trouver des sponsors, parler avec les politiques, petit à petit à petit. Ça a finalement été repris, entre autres, par des associations qui avaient un peu plus de bouteilles, un peu plus de monde, parce qu'il y a le Covid qui est passé entre les deux. Ouais. En particulier Femmes et Sciences, Ah, c'est une grosse asso, ça. qui est une beaucoup plus grosse asso. Ouais. Et le projet a été accepté par Anne Hidalgo il y a quelques mois. Elle a monté une commission là-dessus et il y a quelques semaines, les résultats de la commission sont sortis et ils ont dit non, mais en fait, plutôt que mettre 40 femmes au 2e étage, on va juste mettre 72 femmes en plus au 1er étage. Et donc, d'ici quelques années, il y aura 72 noms de femmes de l'histoire du patrimoine français qui seront inscrits sur la Tour Eiffel. Et cette idée-là est née de l'assaut que j'ai monté il y a 7 ans, 6 ans. C'est incroyable. C'est un truc de incroyable. fou. Ce truc-là me survivra. L'idée, c'était de faire des trucs d'ampleur. Je ne pensais pas que ça allait atteindre ce niveau-là. Une telle ampleur. Voilà. Et donc là, on est à la fin de mes études. J'ai monté cet asso. Il y a ces projets-là qui débutent. Je fais un stage donc dans le sud, à Sophia Antipolis chez Arm. C'est là que j'ai C'est là que j'ai nous nous sommes rencontré ma rencontrés. serviteur. Et à ce moment-là, vient une opportunité un peu bizarre. Un autre collègue, justement, chez Arm, a envie de développer des trucs, a plein d'idées, et se dit, bon, bah, j'arrive pas à déployer mes idées, mes ambitions au sein de chez Arm, j'aimerais bien faire un autre truc. Et on discute, et à un moment, je me dis, bah, en fait, c'est un peu de l'entrepreneuriat. Alors, j'avais déjà eu des copains qui étaient entrepreneurs et qui m'en parlaient. Tristan, salutations à toi. Et je me dis, ok, en fait, peut-être que c'est possible. Pourquoi tu pensais que c'était pas possible? Je m'étais jamais posé la question, je m'étais jamais dit que monter une boîte, c'est quelque chose de faisable. Pourquoi? Parce que je l'avais jamais vu. J'avais jamais vu Ok. quelqu'un me dire, en fait, c'est un truc qui se fait, ça marche, c'est possible. En fait, non, c'est pas ça. Je m'étais jamais dit que c'était à ma portée. Et à ce moment-là, je commence à me dire, ok, tentons. On verra bien ce que ça donne. Et j'ai été conseillé par plusieurs personnes. On commence à monter un peu un projet. On arrive à mettre quelqu'un d'autre dans le projet. Donc, on est 3 cofondateurs. En même temps, je fais une formation d'étudiant entrepreneur au CELSA, donc à Sorbonne Université, qui commence à me donner toutes les bases de l'entrepreneuriat. La décision que j'ai prise de rentrer dans l'entrepreneuriat, elle se fait à un moment un peu critique. C'est à la fin de mon stage. À ce moment-là, je crois que Arm ne me propose pas de continuer chez eux. Non, en effet. Et donc, je me dis, zut, Je m'en souviens. qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'avais déjà des opportunités dans d'autres boîtes de l'électronique. D'ailleurs, j'en ai accepté une le temps de monter la boîte et d'avoir une vraie activité. Et je me souviens très bien, c'est un truc qui sera gravé dans ma mémoire à vie. Je suis dans le métro parisien, en train d'aller, je crois, à notre soutenance de stage. Et je dis à mon ami donc Nicolas, que tu connais, avec qui on Dédicace à était, Nicolas, si tu me regardes. on était en stage ensemble, pareil, chez Arm. Et je lui dis, bah voilà, il y a ce truc, on a envie de se lancer, mais j'ai peur. Vraiment, j'ai peur de me lancer dans un truc comme ça, parce que c'est énorme, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si je suis assez compétent. Si ça se trouve, je suis juste un gros con avec des illusions de fou, et je vais juste faire de la merde. Spoiler alert, j'ai fait un peu de merde. Mais voilà, je me dis, j'ai peur. Et il me dit cette phrase qui me restera jusqu'au bout de ma vie, c'est « Mais si tu as peur, est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle tu devrais y aller ?» Et alors là, le brouillard s'évanouit. Je me dis, bah, en fait, oui, si ça me fait peur, c'est parce que je vais apprendre des trucs. Ouais. Donc, j'y suis allé. J'ai monté ma première boîte. J'ai foiré ma première boîte, mais bien comme il faut. J'ai fait toutes les erreurs qu'il ne fallait pas faire. Peux-tu nous en citer une?
Ou plus si tu as envie. Peut-être pour Il y aider en a ceux qui... il y en a plein, je me suis pas assez préoccupé de mes associés, je suis pas allé chercher des fonds de la bonne manière, j'ai voulu aller chercher trop gros, trop vite. Je me suis pas concentré sur les clients, j'ai pas j'ai grillé plein d'étapes, j'en ai oublié plein, enfin voilà, j'ai été mauvais sur plein d'aspects, j'apprenais. Oui, normal. C'était évident que j'allais faire des erreurs, mais je me suis bien planté comme il faut. J'ai voulu monter une deuxième boîte, qui a pas vraiment existé et dans ce truc de: «Bon, bah, je sais pas trop quoi faire». Là, on est, post-covid, donc on est fin, 2020. Mmh. Un peu par hasard, je reprends contact avec un vieux copain qui était un ancien président d'une autre association de Sorbonne Université et il me dit: «Ah bah, voilà, j'ai un peu un projet, je veux monter une boîte dans le jeu vidéo et dans l'IA, faire des trucs un peu rigolos». On est en 2020, hein, donc ChatGPT n'existe pas, Non. enfin, l'IA, ça reste un Ouais. truc un peu, bizarre, Mais comment il en avait entendu parler? Parce que l'IA, on ne parlait pas énormément. Lui voulait faire une thèse en IA à la base, OK. Ah, OK. IA et jeux vidéo et les labos lui ont un peu dit: «Bon écoute, nous on traite des vrais sujets, pas les jeux vidéo». Donc tu vois les a Ouais, priori dont on ouais. parlait tout à l'heure et il s'est dit: «Bah, qu'à ça ne tienne, je vais monter un projet» et en fait, de manière très humble, il s'est entouré d'une quinzaine de personnes et il commençait à essayer de créer un jeu dont la mécanique principale, c'était l'IA. L'objectif, c'était: «Est-ce que je peux faire un Donjons et Dragons dont le maître du jeu, c'est une IA qui me raconte l'histoire et on est 4 joueurs autour de la table et on dit ce qu'on veut faire, on change nos choix et l'histoire s'adapte». C'était l'idée initiale. Et donc quand, on a cette discussion de 2 ou 3 heures, je sais plus, il me dit: «Voilà, on veut se financer comme ça, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça» et je lui dis: «OK, c'est cool, mais donc tu dis que tu veux te financer en faisant un Kickstarter, tu en as déjà fait, tu sais comment ça marche? Non. OK, tu veux monter une boîte, mais tu as monté une structure, tu vois un peu les fonctionnements? Pas du tout. OK, tu vas chercher, des clients, tu veux faire un organigramme, recruter des gens et tout, enfin, tu Mmh. as de l'expérience là-dedans? Aucune. Tu veux de l'aide? Ouais. OK, on se voit lundi. Et le lundi, on était dans son salon, à discuter, à commencer à planifier, construire des trucs et c'est devenu ce qu'est aujourd'hui XC Immersion. Donc on a fait, il y a eu beaucoup de mouvements, entre ce moment-là et aujourd'hui. Finalement, on a monté la boîte à, 6 associés qu'on a 6 associés? ouais, alors C'est énorme. c'est beaucoup et en Ça me paraît fait, énorme. on a resserré l'équipe au fur et à mesure. Aujourd'hui, on est 4. Enfin, on est 4 associés, mais on est aujourd'hui 12 employés dans la boîte. On a, recentré les activités de la boîte, non plus sur la création de jeux, mais uniquement sur la production d'outils d'intelligence artificielle. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas des game designers. Mmh. Faire des jeux, on n'était pas bon. Par contre, on était des ingénieurs et faire de l'IA, ça, on savait faire. Régler les problèmes des studios, ouais, on y arrive. Et donc, on s'est concentré sur, cette partie-là, de la boîte et on a commencé à faire grandir notre activité petit à petit. Et donc aujourd'hui, on a, une quinzaine de clients, on est dans plusieurs jeux vidéo qui vont sortir, certains sont déjà sortis, Mmh. d'autres vont sortir, bientôt et on est en train de croître, petit à petit. Est-ce que tu peux nous citer des jeux vidéo qui ont été développés par des studios qui ont utilisé vos outils qui sont déjà sortis? Ouais, bien sûr. Tu as le droit? Ça y Donc est? alors il y en a qui sont sortis. OK. Un des exemples, c'est La Mer Zone, OK. qui est un jeu qui est sorti donc cette année, en avril 2025, qui a été, produit et édité par Microids Studio Paris. Le jeu est en fait un remake d'un jeu qui est sorti en 1999 et donc sur, l'histoire de Benoît Sokal, qui est un auteur légendaire dans le jeu vidéo. Il a entre autres fait la série des Siberia. Et nous, ce qu'on a fait pour eux, c'est on leur a donné un outil de synchronisation labiale. Donc dans le jeu, si je ne me trompe pas, il y a 70 000 lignes de dialogue Mmh. en 2 langues, donc français et anglais. Donc il y a 140 000 fichiers d'animation à faire pour la synchronisation labiale. Et comme ils voulaient quelque chose de très haute qualité, ils avaient besoin de faire une animation très précise sur chaque phrase qui était prononcée. Peut-être dire ce que c'est la synchronisation La labiale? synchronisation labiale, c'est le mouvement des lèvres qui se fait, en fonction de la voix qui est prononcée. Donc si mon personnage dit, «bonjour», Mmh. il faut que les lèvres fassent «bonjour», parce que si les lèvres font ça marche pas. Ouais. Ça paraît bizarre, Ça ça casse sort tout. de l'immersion, ça casse tout. Et donc ça, c'est un process qu'eux faisaient manuellement en interne. Donc tu vas aller, modifier tous les mouvements,
des lèvres, etc., sur le modèle 3D, pas image après image, mais pas loin. Et nous, on leur a donné un outil où la production de ce genre de phrase, donc cette animation de lip sync, passait de 1 semaine de travail et 3 jours de polish pour une phrase, à 10 minutes de travail et 3 jours de polish Attends, pour une phrase, pour une phrase. ça Euh, prend autant de temps? C'est du boulot l'animation, hein. c'est beaucoup de boulot. Non, mais ils font à la main? Oui, pas loin. Au Enfin, départ, tu oui. vas modifier les mouvements des lèvres quasiment image par image, en fait phonème par phonème. Donc son Mais par c'est son. horrible. Ah, ça prend beaucoup de temps. Mais ils se sont pas réveillés avant en disant c'est quand même un peu bizarre que ça nous prenne autant de temps? Ah non, mais c'était un standard dans l'industrie parce que les outils d'automatisation n'étaient pas si forts que ça. Et le fait de mettre de l'IA, tu accélères à ce niveau-là ta production. C'est passé de 10 jours de travail, dont 3 quasiment incompressibles, à 3 jours de travail et 10 minutes. Donc Waouh. la différence était vraiment énorme pour eux. Et en fait, ça leur a permis d'améliorer au global toute la qualité de leur jeu. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on a fait dans un jeu. Un autre qui est très sympa, que j'aime bien expliquer, c'est un petit jeu qui s'appelle Murky Divers, qui est un studio français qui s'appelle Embers. Dans le concept, c'est un jeu à la Repo ou Lethal Company. Donc, pour expliquer précisément, c'est un jeu où tu joues avec 4 copains, tu vas dans des endroits qui sont un peu abandonnés, Mhm. avec tout un tas de monstres, et tu as un chat de proximité. Donc quand tu parles à tes potes, tu ne les entends que s'ils sont proches de toi dans le jeu. Donc c'est-à-dire que s'il va à 3 salles de toi, tu essaies de lui parler, tu ne l'entends plus, ou tu l'entends à peine. Et ce qu'on fait dans ce jeu-là, c'est qu'on fait du clonage vocal. Donc pendant que les joueurs sont en train de discuter entre eux, le jeu enregistre la voix d'un des joueurs. Nous, on a un modèle d'IA qui va cloner sa voix et qui va générer des phrases et des réponses aux interactions des autres joueurs. Et donc, il y a un monstre qui va apparaître dans le jeu, qui a l'apparence du joueur dont on a cloné la voix, et qui parle avec la même voix que lui, et qui répond aux questions avec la même voix que ton pote. Et l'autre ne peut pas savoir que c'est un Il ne fait pas clone. la différence. Et donc, tu es en train de te balader, et tu as perdu tes potes, tu rentres dans une salle, et là, il y a ton pote qui te dit « Ah, regarde, j'ai trouvé un truc !» Et donc, tu t'approches, etc. Il dit « Ah, regarde, machin, il y a ça. » Tu fais « Ah, ok, super, trop bien. » Et là, il te bouffe. Et tu meurs. C'est horrible. Et, C'est effrayant dit comme et- ça. et donc, alors c'est aussi tout le concept du jeu, parce que Oui. voilà. Mais ce truc est absolument génial parce que ça crée des situations où tu te fais complètement avoir parce qu'une IA est en train de te parler. Et ce type de gameplay n'est possible que grâce à l'intelligence artificielle. Et donc ça, on va dire, c'est les 2 grandes catégories d'outils que nous on fait. C'est les outils d'aide à la production, donc pour accélérer, dans un cas, la production d'un jeu, ou créer des expériences qui sont complètement nouvelles et qui ne pourraient pas exister sans intelligence artificielle. Mhm. Et donc pour répondre à ta question qui était à la base sur l'entrepreneuriat, en fait, tout ça, c'était une suite de création de projets petit à petit où, avec le recul, en fait, c'était déjà de l'entrepreneuriat dès le début. C'était créer des projets, essayer de faire des activités, des trucs un peu annexes. En fait, je me suis rendu compte que c'était de l'entrepreneuriat que beaucoup plus tard. Et la réalité de ce que c'est que c'est beaucoup d'échecs. C'est même des enchaînements d'échecs les uns après les autres avant d'arriver à un petit succès auquel la boîte elle marche. On a fait une petite levée de fonds, on peut payer des salaires, on peut recruter des gens et on avance. Et donc, mon histoire de l'entrepreneuriat, c'est un petit peu ça. Ça a commencé en plein Covid et c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, maintenant on y va à fond, on accepte ce qu'on est. OK, je suis un entrepreneur, bon, let's go. Et tu apprends plus de tes échecs ou de tes succès? Évidemment, tu apprends plus des échecs quand tu arrives à avoir le recul de les analyser. Sur le moment, c'est très dur. Première fois que ma boîte, quand j'ai craché ma première boîte, mentalement, c'était très difficile. C'était très difficile aussi pour les autres associés de la boîte, pour qui j'ai encore une estime énorme. Mais oui, tu prends du recul, tu dis, OK, en fait, tout ça, c'était des erreurs, tout ça, c'est des trucs qui n'allaient pas. Après, tu apprends aussi beaucoup des réussites. Parce que tu apprends à te dire, OK, là, j'ai la compétence sur ces sujets-là. Et donc, là, je peux être plus ou moins confiant quand je vais dans cet axe. Par contre, là, je sais que je suis pas bon ou je sais que j'ai moins de connaissances, donc il faut que je fasse gaffe. Donc, ça te permet aussi le fait de réussir à faire des choses. Enfin, les succès te permettent de te dire, OK, c'est bon, je commence à maîtriser,
je vais pouvoir gagner du temps la prochaine fois que je devrais faire ce Mm. truc-là. Finalement, c'est une question de recul, que ce soit un échec ou un succès. Voilà. Finalement, c'est une question de recul sur l'expérience. Exactement. Et donc, ça te permet de te dire a posteriori, OK, ça avant, je le faisais en 3 mois, maintenant, je sais que je peux le faire en 1 mois. Mm. Et donc, je peux planifier mieux les actions que je dois faire dans ma boîte, Mm. peu importe. Les succès aident aussi. Et pour moi, ce qui aide le plus, c'est tout l'entourage de l'entrepreneur. Quand tu es solo entrepreneur ou quand tu es dans une équipe, les problèmes que tu vas avoir sont les mêmes que toutes les autres boîtes qu'il y a autour de toi. Et globalement, le monde de l'entrepreneuriat est plutôt bienveillant. Quand tu vas avoir une autre boîte, tu leur expliques tout. Tu dis, mon idée, c'est ça, mes problèmes, c'est ça. J'ai l'URSSAF qui m'appelle, j'ai machin qui me fait des trucs, j'ai tel client qui ne me paye pas, j'ai ce truc que j'ai promis, je ne vais pas réussir à le produire. Et le mec en face va te dire, ou la meuf, va te dire, bah, moi, j'ai les mêmes problèmes. C'est exactement la même chose partout. J'ai les mêmes trucs. Ce truc-là, moi, je l'ai géré en faisant ça. Tu devrais appeler un tel, il va t'aider. Ah, et ça, j'ai eu ce problème il y a 6 mois. Je peux te conseiller de faire ça et ça va te faire gagner du temps. Par Ouais. contre, moi, j'ai ce problème, ce problème, ce problème. Ah, bah attends, moi, ça, je sais gérer. Et donc, Ouais. tu as un partage qui est énorme et tu as vraiment ce truc de, en fait, les autres entrepreneurs sont ton meilleur soutien, autant en termes de compassion, parce que c'est dur l'entrepreneuriat, c'est un marathon, et aussi en termes de ressources, qui est exceptionnel. J'ai une très bonne amie qui a monté une boîte toute seule, qui s'appelle LiveArt. C'est une plateforme pour la réservation d'activités dans les EHPAD. Et elle, en tant que solo fondatrice, bah, c'est un travail de fou, 2 fois plus dur que quand tu es en équipe pour faire grossir ta société. Mais tu conseilles d'être solo entrepreneur ou pas? Moi, ça me paraît être très dur quand même. Il faut être bien entouré. C'est pas impossible. Je pense que c'est plus dur que d'être à plusieurs. Bon, à minima, tu n'as pas les mêmes problèmes. Oui. Et en fait, la croissance de nos 2 boîtes s'est à peu près suivie. On a à peu près eu les mêmes étapes au même moment. Et il y a des choses où, typiquement, elle a signé un contrat avec un grand compte. Et je me souviens très bien d'une discussion qu'on a eue où elle était dans un appel d'offres. Elle était à peu près dans les derniers dossiers sélectionnés. Et je lui ai dit, bah, regarde, j'ai une bouteille de champagne à la maison, je la mets au frigo et on l'ouvrira ensemble quand tu auras signé ton contrat. On l'a ouvert plus d'1 an après. Et donc, quand tu es un entrepreneur, tu as des salariés, tu as peut-être levé des fonds, tu as un peu d'argent, mais tu n'as pas énormément d'argent. Tu as peut-être 3 mois, 6 mois, 9 mois devant toi de cash. Et que tu te dis, OK, j'ai un énorme contrat qui arrive, qui va me rendre rentable sur l'année et demie qui suit, qui va me permettre de recruter 5 personnes en plus, tout ça. Tu te dis, bah, OK, là j'ai 9 mois pour voir venir, c'est OK. 3 mois plus tard, tu te dis, j'ai plus que 6 mois et ça n'a pas beaucoup avancé. 3 mois plus tard, tu te dis, comment on fait là? Il me reste 3 mois et ils nous ont envoyé une version de contrat qui ne va pas du tout. Ça se trouve, on va le perdre, ce contrat. 3 mois plus tard, tu n'as plus de cash et tu te dis, OK, en fait, je suis en train de tirer des bouts de ficelle à droite à gauche. On a fait un peu de chiffre, je me suis donné 1 mois et demi en plus. Et là, on est au 4e aller-retour avec les avocats. Peut-être que ça va se faire. Et donc, c'est un stress de fou où parfois, tu es à 2 jours de la faillite. Et le lendemain, tu as signé 2 contrats, tu as levé tes fonds, tu as 1 million qui vient de tomber sur ton compte bancaire. Et en fait, parfois, il se passe 48 heures entre le moment le plus bas et le moment le plus haut de ta boîte. Et ça, faut être sacrément accroché, quoi. Du coup, tu confirmes les réels qu'on voit sur Instagram, le lundi, t'es banqueroute et le vendredi, ça va mieux? Tu confirmes un peu ce genre d'expérience qu'on voit beaucoup sur les réseaux? Alors ouais, mais j'ai même envie de dire, c'est pire que ça. C'est-à-dire, à 10h, c'est banqueroute. À 11h30, OK, c'est bon, on a l'opportunité de fou. À 13h, le truc que je pensais qui était verrouillé depuis 6 mois, qui était full OK, en fait, le gars m'a dit, c'est plus possible, on a fait faillite, tu recevras jamais ton chèque. Et à 16h, on t'appelle pour te dire, ah, attends, j'ai peut-être une option de M&A. Est-ce que ça t'intéresse de te faire acheter par une grosse boîte pour plusieurs millions? Et t'es là. Mais ma vie n'est qu'une montagne russe émotionnelle. Émotionnellement, ça doit être dur au bout d'un moment. T'es là, waouh, et derrière, tu rentres chez toi le soir et tu dis, mes émotions, je sais pas ce que c'est, j'ai envie de pleurer et sourire en même temps. Que fais-je? Les deux. Excellent. Ok, juste parce qu'on n'a pas parlé de ce que fait réellement X et Immersion. Alors, si tu as des studios de jeux vidéo... S'il y avait des studios de jeux vidéo qui passent par là, qu'est-ce que tu leur dirais? En gros, le meilleur moyen par lequel je peux expliquer ce que permet X et Immersion, c'est par un jeu qui est en train de produire un de nos clients.
C'est un jeu où tu lances le truc, dans les 20 premières secondes, on t'explique que tu es un flic. Ok? Il y a un téléphone qui sonne. Tu réponds. Une voix te dit, je suis dans une banque, j'ai 5 otages, je veux 20 millions d'euros et un hélicoptère d'ici 2 heures, sinon je commence à les tuer. Mm. Et là, il y a une icône qui apparaît. Ton micro est ouvert. Maintenant, il faut parler. Tu n'as pas des choix de dialogue. C'est à toi de négocier avec ce preneur d'otages. Et donc, à partir de ce moment-là, tout le jeu se déploie autour de comment est-ce que tu interagis vocalement, parce qu'en fait, tu es au téléphone, avec ce preneur d'otages. Et donc, tu as des ressources, tu peux appeler des gens, faire des enquêtes, etc. Mais tu es aussi un peu pressé par le temps. Donc, tu ne peux pas non plus faire tous les choix du monde. Et donc, nous, on fait toute la technologie qu'il y a derrière. Donc, on reconnaît ce qui est dit par le joueur, on reconnaît qu'est-ce que ça fait comme événement qu'il faut déclencher dans le jeu. On génère la réponse du preneur d'otage en fonction de ce que tu lui as dit et de ce que lui sait, ses objectifs. On fait la voix de synthèse qui va par-dessus et s'il faut, l'animation labiale de ce personnage-là, ou d'un autre personnage, peu importe. Et toute cette suite technologique, donc déjà, c'est une grosse expertise qu'on a et on n'est pas beaucoup dans le monde à l'avoir. Mais en plus, nous, on a quelque chose qui va par-dessus. C'est que normalement, tu peux faire ça dans un jeu en te pluguant dans ChatGPT et tu as à peu près un fonctionnement similaire. Tu peux plus ou moins y arriver. Le seul problème, c'est que si tu as, on va dire, 10 000 joueurs qui jouent à ton jeu, et ben à la fin du mois, tu as OpenAI qui t'envoie une jolie petite facture qui fait bonjour, ça sera 5 millions d'euros. Et en fait, c'est un prix qui est totalement ingérable en termes enfin, par rapport à ce que tes 10 000 joueurs seraient rapportés comme revenu. Donc ton business model, il ne peut pas fonctionner si tu le fais avec ChatGPT. Et nous, ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans, qu'on fait de l'ultra-optimisation sur tous ces modèles d'intelligence artificielle. Et maintenant, on les intègre directement dans la machine du joueur. Donc, tu peux lancer le jeu, couper Internet, et en fait, ça marche quand même. Parce que tout se passe sur la machine du joueur. Oui, parce qu'aujourd'hui, ChatGPT, même sur une application téléphone, t'es dans le train, t'as plus de réseau, c'est fini. Voilà, c'est les méga serveurs qui tournent derrière. Et donc, ce truc-là, aujourd'hui, on est un peu les seuls au monde à réussir à avoir toute cette chaîne-là dans un jeu 3D qui tourne en temps réel. On n'en est pas peu fiers. Et en termes de ressources, du coup, ça se passe comment? C'est un peu, enfin, ça met du stress notable sur la machine en termes de ressources, ou c'est relativement du bruit par rapport aux ressources déjà utilisées par le jeu vidéo? Alors, la grande difficulté, c'est s'adapter à la manière dont le jeu utilise les ressources. Donc, tu essaies d'optimiser un petit peu la mémoire, le CPU, le GPU de plusieurs manières. Et en fait, ton jeu, il va globalement utiliser 90% de ton GPU. Et nous, on essaie d'utiliser les 10% restants vraiment de manière optimisée pour faire tourner toutes ces IA-là derrière. Donc, c'est vraiment cette expertise qu'on a déployée depuis quelques années pour que ça marche dans à peu près n'importe quel jeu. Après, évidemment, il y a des jeux qui sortent qui poussent toutes les cartes graphiques et tous les hardware à la limite de la limite. Et donc là, ce sera peut-être plus difficile. Mais l'objectif, c'est d'être compatible avec PC, console, mobile. Donc, actuellement, on est compatible PC, avec à peu près 80% des PC qui sont, enfin, d'après le Steam Hardware Review. Oh, ça va. Ça reste Donc, quand même une. Ça reste quand même beaucoup. C'est assez large. Mais voilà, nous, notre objectif, c'est faire aussi toutes les consoles et tous les mobiles. Tous les mobiles, ça va être plus sport, je pense. Enfin, ça dépend quelle génération de mobile tu considères dans ta liste, on va dire. D'ici 2 ans, on aimerait 75 à 80% du marché mobile. Parce que vous comptez sur les développeurs hardware pour charbonner un peu. Entre autres. Et puis en fait, tu as de plus en plus de mobiles qui ont des puces IA que tu n'utilises pas dans le jeu. Et donc, tu peux offloader beaucoup du calcul là-dessus sans impacter les performances du jeu. Donc ça, c'est pas mal. Bon, maintenant, on va parler un petit peu piquant. On va s'amuser à parler de l'écosystème startup en France. Voilà, là, c'est le moment que tout le monde attend. Surtout avec les débats sur LinkedIn ces derniers jours. Ah, tu veux qu'on parle de l'attaque Zuckman? Non, parce que je me dis que ça, c'est trop mainstream et de toute façon, personne ne comprend ce qu'il parle. Parce que personne n'a fait un minimum d'économie dans ce monde. C'est cadeau pour tout le monde. Mais nous, on va parler plus principalement globalement, pourquoi tu as créé une startup en France plutôt qu'ailleurs en Europe déjà, ou même aux États-Unis, si on veut partir un peu dans le monde entier, ou même encore ailleurs, parce que Singapour, ça se développe aussi. Enfin, voilà. Israël, le Qatar, tout ça. Exactement. Pourquoi en France plutôt qu'ailleurs? Qu'est-ce qui t'a poussé? Il y a plusieurs choses. Déjà, moi, je suis un produit de l'université française. Donc, mes études ont coûté 200 balles par an.
Et c'est l'État qui a financé toutes mes études. Donc, de base, je suis quand même assez redevable à la France sur mon niveau d'éducation et ce que je suis capable d'amener dans l'économie. Donc, si c'est pour dire OK, c'était très gentil, ciao, je me barre, bah, ça n'a pas beaucoup de sens. Ensuite, en France, on a un écosystème qui est quand même assez exceptionnel. Tu peux avoir des financements de la BPI d'une facilité qui est déconcertante. En tout cas, sur les premières étapes. Ok. Vraiment, en France, tu montes ta boîte, tu dis j'ai un peu de cash dans la poche, je veux faire ce projet, j'ai 2-3 idées. Bam, la BPI te donne 30 000 balles et elle te dit allez, va t'amuser, c'est cadeau, on avance. Tu penses que c'est... Parce que moi j'ai un avis qui est un peu plus contraire, mais tu penses que c'est normal que les fonds soient publics, soient utilisés pour payer, pour prendre ce risque de donner aux startups plutôt qu'à n'importe quelle VC? Avec une telle facilité plutôt, on va dire. C'est plus C'est ça le point. le problème des fonds d'investissement, c'est qu'ils ont une obligation de rentabilité. Donc ils ne vont investir dans un projet que s'ils sont à peu près certains qu'ils vont être rentables si tu réussis. Et donc si tu n'as pas cette idée de aujourd'hui je vaux 1 million, demain j'en vaudrai 500, ils vont jamais mettre d'argent chez toi. Parce que si tu n'es pas un hyperscaler, ça ne vaut pas le coup de faire du capital risque dans une startup. Et donc quand tu veux juste faire une PME qui va peut-être valoir 20, 30, 40 millions plus tard avec une 15-vingtaine d'employés et des activités stables, en fait, un fonds de capital risque, il s'en fiche. Enfin, c'est pas assez gros pour lui. Ok. Enfin, il va jamais refaire gagner de l'argent à ses investisseurs à lui. Donc ça veut dire que si je comprends bien, c'est que la BPI, elle donne de l'argent à des gens qui vont créer des PME pour certains et pas des startups. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens disent startup alors que pour moi, Tout à startup fait. veut dire scale. Donc, exactement. Dans l'idée, une startup, c'est quelque chose qui va devenir très gros. Sinon, c'est une entreprise. En tout cas, qui a l'ambition d'être très gros. La BPI ne finance pas que les startups. Elle finance aussi des entrepreneurs. Ah, ça, je savais pas. Alors, c'est ça le problème, parce que je pense qu'il y a un message confus. BPI égale startup. Et du coup, les gens, ils critiquent la BPI en disant « Mais en fait, vous donnez de l'argent à des gens qui ne sont pas des startups. » La BPI finance beaucoup d'entreprises, y compris des grandes entreprises, y compris Ok. plein de choses. Donc, Ça, je savais pas. donc il y a un peu ce mythe à déconstruire. Et en fait, dans le fond, ce que fait la BPI, c'est donner de l'argent à des projets pour payer des salaires de la population française. Et donc, c'est l'économie du pays qui tourne. En fait, c'est vachement bien qu'il y ait de l'argent qui soit injecté dans des nouveaux projets et juste ça fait tourner le pays, dans le fond. La BPI investit aussi dans des choses qui sont beaucoup plus dangereuses. C'est ce qu'on appelle la deep tech. Donc, c'est tout ce qui va mettre 5, 6, 7, 8, 10 ans avant d'avoir le moindre résultat. Et ça, tu ne peux pas le financer avec des fonds de capital risque. Si. Alors, pas vraiment, parce qu'un fonds de capital risque, la durée de leur fonds, c'est 10 ans. Donc, quand ils investissent dans une boîte au bout de l'année 2 de leur fonds, ils doivent sortir de cette boîte sous 8 ans. Et si toi, ton produit, il va encore mettre 10 ans avant de commencer à faire du chiffre d'affaires, ça veut dire que ta boîte, elle n'a pas une vraie valorisation avant ce moment-là. Et donc, en fait, toi, fonds de venture capital, tu dis est-ce que j'ai vraiment raison de faire ça? Alors, il y a des situations où oui, la deep tech, les fonds VC investissent dedans. Typiquement, on le voit avec Mistral, on le voit avec des grosses boîtes de biotech et trucs comme ça. Oui, bien sûr, on le voit. Mais quand tu es en train de développer un produit, une molécule pharmaceutique par exemple, potentiellement, tu vas mettre 15 ans avant d'avoir un produit que tu peux, avant de savoir si ton produit fonctionne ou pas. Ah oui, bien sûr. Et ça, un fonds VC, il va voir le truc, il va se dire, là, c'est chaud. Là, il y a beaucoup de risques. Alors que tu mets un SaaS B2B, bonjour, j'ai déjà 500 clients en un mois parce que j'ai fait mon truc par IA et ce mois-ci, je suis on track pour en avoir 1500. Ça veut dire que d'ici 2 ans, j'ai 150 000 clients et je fais 20 millions de chiffre d'affaires. Là, un fonds VC, ok, bon, ça me paraît clean, on y va, quoi. Si je lui donne de l'argent, il ira plus vite, il faudra beaucoup, il relèvera et je me barrerai. Et dans ma période de 8 ans, en fait, je tombe bien. Donc, la BPI
couvre quand même pas mal de trucs que d'autres investisseurs privés, donc que ce soit des business angels ou des fonds VC, ne couvrent pas. Et en particulier, la BPI, elle ne prend pas de part à ton capital. En tout cas, au début. Une subvention, c'est vraiment de l'argent gratos. Et sinon, tu peux avoir donc des subventions qui peuvent aller jusqu'à plusieurs millions d'euros. Tu peux avoir des avances remboursables, tu peux avoir des prêts, et tu peux avoir des obligations convertibles, qui sont presque des parts de capital, mais potentiellement, tu peux les rembourser avant que ça soit la BPI à ton capital. La BPI a aussi des fonds de venture capital. Donc, l'écosystème français pour financer les startups est quand même exceptionnel. Alors, évidemment, on a ce côté un peu frileux en France, où quelqu'un le disait très bien, je crois que c'était le patron de Nvidia d'ailleurs. Aux États-Unis, ils cherchent les 99 bonnes raisons d'investir, alors qu'en France, on cherche la bonne raison de ne pas investir. Parce que, évidemment, une boîte a toujours des problèmes. Et au moindre risque, ah non, mais ça, on ne le sent pas. Et les investisseurs, c'est aussi des humains. Ça marche beaucoup par le relationnel, par le réseau. Par l'émotion. Par l'émotion, exactement. C'est qu'est-ce que tu sens l'humain chez l'humain qu'il y a derrière le projet. Et donc, bon, bah, en fait, parfois, les critères de sélection ne sont pas du tout objectifs. Et c'est normal. La BPI, c'est beaucoup plus, tu as besoin d'argent, tu veux faire un projet, ça a l'air de tenir la route, tes dépenses sont assez bien configurées. Ok, vas-y, tiens, prends ta sub, il y a 120 000 euros, recrute 4 personnes, dont on t'oblige à avoir 2 stagiaires. Vraiment, on est des gens difficiles. Hein. Tu es obligé de prendre. Là, sur les 18 mois, tu es obligé de prendre 2 stagiaires. Et C'est vraiment, marrant, ça, je crois que c'est plutôt la région Île-de-France qui le fait. Enfin, peu importe. Enfin, c'est vraiment, tu vois, la contrainte, elle est. Voilà, on n'est vraiment pas sur des contraintes. Et ensuite, on a des super dispositifs en France. Alors, à Paris, mais pas que. Hein. Il y a énormément d'incubateurs. Évidemment, il faut citer Station F, qui est un des plus gros incubateurs où les rencontres avec d'autres entrepreneurs se font d'une facilité déconcertante. Et ensuite, tu as un accompagnement, un écosystème qui est fait pour te mettre en avant, pour, en particulier quand tu es une femme entrepreneur, il y a plein de dispositifs qui essayent de te faire, de te rendre de plus en plus visible. Même quand tu es très jeune, tu es encore étudiant ou tout juste diplômé, il y a un programme qui s'appelle Pépite, qui permet aux jeunes entrepreneurs d'être accompagnés, de monter leur première boîte. Moi, je suis passé par là, par le Pépite de donc, mon université, Sorbonne Université. Donc ça, c'est quelque chose que tu recommandes, par exemple, aux étudiants qui Bien nous sûr. regardent okay. Bien sûr, tu commences à faire ton réseau, c'est les premières bases des choses qui vont t'enseigner les problématiques de ta boîte et de comment tu gères ces trucs-là. Même le Pépite de mon Sorbonne Université a un podcast disponible sur Spotify qui s'appelle Les mots flous. Ah bah j'ai écouté parce que tu as fait un truc sur la levée de fonds. Sur l'effet de levier. L'effet de levier, ouais. Tout à fait. Okay. Et en gros, il décante dans des petites capsules de 5-6 minutes différents mots de l'entrepreneuriat. Donc, levée de fonds, marketing, branding, Product Market Fit, proof of concept, MVP, enfin, tous ces trucs-là sont subventions, sont expliqués par des gens qui connaissent bien le sujet. Et ça permet de démocratiser cette connaissance vachement bien. Okay. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai entrepris en France et en Europe, c'est parce qu'on est dans un écosystème qui est quand même assez bienveillant, assez bien construit, qui arrive à te soutenir plutôt bien. Alors, c'est pas gratuit, hein. Il faut taffer, il faut faire les choses bien. Les subventions, c'est pas automatique. Les levées de fonds et les investisseurs privés encore moins. Mais il y a plein de barrières qui sont retirées par rapport à d'autres pays où c'est beaucoup plus compliqué. En plus de ça, il y a l'Union européenne qui est derrière. Et donc, il y a plein de projets européens qui aident à cette accélération. En particulier, il y a quelque chose qui est génial en ce moment. C'est tout un mouvement qui s'appelle EU Inc. L'idée, c'est de créer une structure d'entreprise qui est valable dans les 27 pays de l'Union européenne. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir une SAS en France, une GmbH en Allemagne, un je sais pas quoi, au UK. UK n'est pas dans l'UE, mais peu importe. C'est fini UK. Voilà. Tu n'as plus besoin d'avoir une structure dans chaque pays pour avoir des activités commerciales, avoir un siret, recruter des gens. Maintenant, juste, tu es une entreprise européenne, donc tu peux avoir des activités dans tous les pays européens sans complexité administrative.
Il était temps quand même. Et à Alors, qui tu payes les impôts? Du coup, comment ça se passe, ça? Oula. alors voilà, donc c'est pour ça que J'ai c'est... un peu peur là. Pourquoi tu commences déjà par les problèmes? Non, mais Est-ce qu'on peut déjà s'extasier du fait qu'il y Ouais. a enfin alors c'est un pas... truc européen? Ah, c'est pas fait encore? Voilà, c'est en cours. Ah, Donc, pardon, excusez-moi, trop. alors c'est vachement bien. Et donc évidemment, il y a toutes les problématiques d'impôts, de comment est-ce que tu gères ça. Et puis ne serait-ce que tu vois, les lois du code du travail sont pas les mêmes en France, qu'en Allemagne, qu'en Italie, qu'en Roumanie, qu'en Estonie, qu'en Italie, Hongrie. Espagne. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut un peu lisser. Donc évidemment, il y a énormément de travail, mais c'est une démarche qui est exceptionnelle pour l'entrepreneuriat européen et pour essayer de créer ne plus être un marché fragmenté et vraiment être un marché unique où soudainement, bah, ton marché unique te permet quand même d'aller vachement loin. Par exemple, les entrepreneurs aux États-Unis, très souvent, ils se concentrent d'abord sur les États-Unis parce que c'est un marché qui est largement assez gros pour déjà être un hyperscaler. Bah, surtout, c'est le marché qui consomme le plus du monde. Il faut aussi rappeler Tout ça. à fait. À l'inverse, en Israël, les startups israélites, Israélienne, non? israéliennes, pardon, les Je startups sais israéliennes, pas. Je sais pas. elles savent très bien que leur marché intérieur est beaucoup trop petit Mm. pour être rentable. Donc, from day one, elles commencent à viser le marché global. Dès le début, tu les vois Exactement. qui essayent d'aller aux États-Unis ou en Europe dès le début. Bien sûr, parce que c'est là qu'il y a l'argent. Mm. Et en France et en Europe, on le fait pas trop. On a un peu tendance à se dire, bah, on va d'abord toucher le marché français, puis l'Europe, puis le monde. Bah, en fait, parfois, il faut se dire, ok, non, on va direct dans le monde entier, on fait tout en anglais, on traduit tout en chinois, parce que Mm. le marché chinois est aussi énorme. Voilà. Donc, il faut se poser ces questions-là. Le marché Vous, c'est ce asiatique. que vous avez fait ou pas? Alors, nous, on a tout qui est construit de base en anglais. Après, on est quand même localisé en France et on est des jeunes entrepreneurs. Donc, notre réseau, on l'a quand même beaucoup construit en France et en Europe, même si on a du réseau autre part. L'Asie, ça reste quand même un marché qui est très particulier, avec une culture différente, une manière d'appréhender le travail qui est différente, et puis une langue où les ponts sont beaucoup plus difficiles. Mhm. Typiquement, quand il faut parler, moi j'ai eu des rendez-vous avec des boîtes japonaises, c'est très particulier de parler, avoir un interprète qui retraduit tout ce que tu as dit, tu as la réponse, donc ton rendez-vous, au lieu de durer 1 heure, il en dure 3, de base. Et les codes ne sont pas les mêmes. Enfin voilà, il y a plein de choses à gérer, à savoir faire pour faire du business à l'étranger qui sont particulières, il faut s'adapter. Et souvent, tu ne peux pas te permettre d'y aller avec 20 balles et un bar en te disant c'est parce que je suis là que ça va marcher. Non, il faut être entraîné, être accompagné, être suivi par des gens qui connaissent, qui ont l'habitude, et de créer un réseau là-bas. Donc ça prend du temps. Et à ce sujet, est-ce que vous avez déjà fait des deals ou est-ce que vous avez déjà signé des contrats avec des studios qui sont pas français, qui sont à l'étranger, Oui, tout à fait. européens ou même en dehors de l'Europe? Tout à fait, on travaille avec des boîtes en Asie du Sud-Est, Ok. on travaille avec des boîtes aux États-Unis, au Canada. Donc oui, tout à fait. Du coup, ça paye finalement d'avoir mis dès le début en anglais, ça a quand même payé finalement. Alors oui, et puis de toute façon, dans le fond, les modèles d'IA, en tout cas quand on a commencé, parce qu'on a commencé sur GPT-2. Donc, Oh là là. C'est quoi, bien- 2023? Non, pas chat GPT-2. Ah pardon. GBT. GPT-2. Donc on est en Eh oui, 2022. on est en 2021. Même 21, ok. On est en 2021, on est sur GPT-2, et à ce moment-là, ça marche majoritairement en anglais. Donc Ouais. évidemment, tout ce que tu construis, tu le fais en anglais par-dessus. Et le marché du jeu vidéo est un marché global. Aujourd'hui, les studios français font plus de 40% de leur chiffre d'affaires à l'international. Donc, bon, bah, évidemment, ton jeu, il doit être traduit en anglais. Et idéalement, si tu dois choisir une langue dans laquelle tu fais du voice-over, c'est d'abord l'anglais et ensuite ta langue natale. Ouais, c'est d'abord l'anglais, même si t'es français finalement. Tout à fait. Ok. Il y a des exceptions. Par exemple, il y a le jeu Prince of Persia, Ah oui. j'ai oublié le nom, pas celui fait par... Le tout dernier là? Qui était alors, fait avec Ubisoft et. voilà, celui qui est fait par et Ubisoft. Alors, il y celui en qui a a fait Dead Cells, donc c'est. Evil Motion Twin? Empire. C'est Enfin, Evil Empire ou c'est Motion Twin? je crois que ça a changé de nom. Alors, Il y a les deux, mais je sais plus voilà, lequel a fait lequel. donc il y en a deux. Il y en a un qui a été fait par Evil Empire. Le jeu Prince of Persia qui est sorti l'année dernière par Ubisoft Montpellier, si je ne me trompe pas. Ce jeu-là, il me semble qu'ils l'ont voicé en 3 langues. Ils l'ont fait en anglais, en français et en perse, Ah, c'est marrant. qui est donc la langue du pays dans lequel ça se passe. Et j'avais fait justement un podcast avec le responsable de l'audio de ce jeu. Et c'était
une des demandes qui était très très forte pour eux, sur lesquelles ils ont énormément poussé pour avoir du budget, pour faire cette langue-là, le perse, parce que ça rajoute beaucoup de choses à l'histoire. Et donc, traverser ce jeu dans une langue qu'évidemment tu comprends pas, mais qui est cohérente avec l'univers, en fait, ça change beaucoup de choses. Et donc, parfois, tu as des très belles choses comme ça. Sympa ça. Ok, donc c'est pour toutes ces raisons-là que tu es resté en France. Ça veut dire l'écosystème, le fait que tu as de l'argent, entre guillemets, plutôt, ou des subventions de manière plus facile. Oui, tu as aussi un marché qui est quand même suffisamment grand pour avoir tes premières étapes. Et puis, en fait, c'est aussi parce que moi, je suis parisien depuis toujours. De Donc, souche. voilà, de souche. Et j'ai pas envie de partir autre part juste pour créer ma. Je pourrais aller à San Francisco, dans la Silicon Valley, aller faire comment dire, ici. les yeux doux aux investisseurs américains qui mettent 10 fois plus d'argent en un claquement de doigts. Oui, mais en fait, ça m'intéresse pas. Moi, je suis pas là pour construire une boîte qui va monter très vite et redescendre très vite, mais en fait, je me serais fait plein de cash entre les deux. Moi, mon objectif, c'est de transformer l'industrie dans laquelle je suis. Dans 5-10 ans, 95% des jeux seront produits avec de l'intelligence artificielle à un endroit ou à un autre. Dans la production, dans le player facing, peu importe. Quasiment tous les jeux. Nous, notre ambition, c'est d'être un des 2 ou 3 grands acteurs de ce marché-là. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans les moteurs de jeu, il y en a 2 principaux, qui sont Unreal et Unity. Il y a Godot qui fait quelques pourcents, mais qui est vraiment tout petit. Je le connaissais même pas, tu vois. Et qu'un projet open source, c'est français d'ailleurs, je crois. Avec un nom pareil, j'imagine, mais je le connaissais même pas, j'avoue. C'est un très beau projet. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est être un des très grands acteurs de l'IA générative dans le jeu vidéo. Donc aujourd'hui, on fait plein de choses par rapport à tout ce qui est NPC, donc les PNJ, les personnages non joueurs. Mais l'objectif, c'est d'aller beaucoup plus largement sur la production des jeux. Comment est-ce que de A à Z, tu vas pouvoir produire un jeu de manière accélérée ou créer des expériences qui sont possibles qu'avec ces nouvelles technologies-là. Plein de questions à répondre d'ici là. Ça fait du boulot au moins. On s'ennuie Ah pas. oui, c'est ça qui est intéressant. Ah bah oui. On ne fait pas les choses parce qu'elles sont faciles. Non. On sait que c'est difficile, mais on sait que ça peut changer une industrie. Et en fait, dans le fond, mon objectif, il est très égoïste. Moi, ce que je veux, c'est que dans 10 ans, les jeux soient 1000 fois plus cool que les jeux d'il y a 10 ans. Bah oui. Entre autres pour moi, mais aussi pour tout le monde. Oui, et finalement, ce que tu disais, on les fait pas parce que c'est facile, et c'est comme dans un jeu vidéo, on s'ennuie si c'est trop facile. Exactement. Bah là, c'est exactement pareil finalement. Enfin, ça dépend du type de défi. Ça dépend du type de défi, oui, c'est vrai. Journey, c'est facile, mais c'est exceptionnel. Oui, c'est vrai qu'on fait ça soit pour admirer ce qu'on fait, Voilà. si on le fait par rapport à une difficulté, un challenge, on n'a pas envie que ce soit trop facile. Tout à fait. En fait, trop dur. Est-ce que tu es en train de dire que la vie est un jeu vidéo? Je vous laisse définir si cette vidéo est un jeu vidéo ou non. Voilà. Est-ce que nous sommes dans une simulation? Je ne dirai rien. Les probabilités sont pas bonnes. Je sais pas. Vas-y. Tu as dit que tu as levé des fonds. Tout à fait. J'ai lu que tu as levé des fonds auprès de la BPI, le Centre national du cinéma et de l'image animée. Tout à fait. Ouais. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, donc je le dis en entier. Et Wilco. Wilco, ok. Explique un peu comment ça s'est passé et pourquoi vous avez levé des fonds et comment vous avez levé des fonds. Et tu as aussi oublié Clint Capital, que je vais mentionner, et des business angels. Alors, ce qui s'est passé, donc, en gros, là-dedans, il y a plusieurs choses dans les fonds qu'on a levés. Il y a ce qu'on appelle les fonds dilutifs, donc c'est de la levée en capital, donc je crée des parts de ma boîte et je les donne à des investisseurs contre une certaine quantité d'argent. Et il y a des fonds non dilutifs, qui sont les subventions, les prêts, les avances remboursables, et des trucs comme ça. Donc nous, fin 2023, donc on avait déjà eu des subventions par la BPI précédemment, mais fin 2023, on fait une levée de fonds avec des business angels, donc de l'industrie du jeu vidéo, et un groupement de BA qui s'appelle Clint Capital, qui a été monté par le fondateur de Caption Market, qui s'appelle Lucas, qui est un excellent conseiller, qui est un mec adorable. Et donc avec eux, on lève 400 000 € à peu près, en dilutif. Ah, donc tout cet ensemble de personnes-là? Ouais, tout à fait.
Donc 400 000. Et quand vous dites dilutif, vous avez donné combien de parts à peu près? Pour se représenter un petit peu. Notre valorisation post-monnaie, elle était à 3,6 millions. Ok. Donc on Vous est avez donné un peu moins de 10%. un tout petit peu plus. Pardon, un tout petit peu plus de À peu 10%, oui. Donc avec cet argent, on fait levier sur tout un tas d'aides et de subventions. Parce que les subventions te demandent d'avoir globalement 1 euro pour 1 euro. Donc si tu as 1 euro, je te donne 1 euro. Si tu as 1 000 euros, je te donne 1 000 euros. Si tu as 500 000 euros, je te donne 500 000 euros. Donc nous, on avait 400 000 et on a réussi à transformer ce 400 000 en 1,1 million. Donc on a C'est poussé... plus que 1 pour 1. C'est un peu plus que 1 pour 1. C'est plus presque 1 pour 2 même là. Il y a eu un petit effet de levier là. Il y a eu un joli effet de levier. Alors dedans, il y a aussi des prêts d'honneur auprès de Wilco. Il y a des subventions auprès du CNC qui ne sont pas exactement sous le même régime que celles de la BPI. Donc ça nous a permis de cumuler un peu 2-3 trucs. Et donc avec cet argent, on a pu passer de 7 à 12 personnes dans la boîte et financer un peu plus de 18 mois de R&D. Ok, c'est pas mal. Donc c'est beaucoup de choses en fait. C'est des gens qui peuvent faire des prêts pour acheter leur appartement ou leur maison. C'est des alternants qu'on a fait passer en CDI. Enfin, voilà, économiquement, c'est plein de choses. Et d'un point de vue technologique, c'est là qu'on est passé d'une suite d'outils à quelque chose qu'on peut mettre dans les jeux, sur la machine des joueurs. Et ça, aujourd'hui, on est les seuls au monde à le faire. On avait un concurrent américain qui s'appelait InWorld. Eux, ils ont levé au total plus de 100 millions de dollars. L'ordre de grandeur toujours aussi stupide des fois. Et en fait, ils sont créés à peu près en même temps que nous. Et on a pris des directions un peu opposées sur les développements en termes d'IA, avant qu'ils se rendent compte que les coûts de serveurs étaient beaucoup trop élevés et leur modèle n'allait pas finir par fonctionner. Donc ils ont rebifurqué dans la direction que nous, on avait prise. Et en fait, ça leur a coûté tellement d'argent d'essayer d'arriver à nos résultats qu'à un moment, ils ont dit « Ok, tant pis, on jette l'éponge et on sort du marché du jeu vidéo parce qu'on n'arrive pas à être rentable sur les contraintes du jeu vidéo qui sont un peu particulières. » Finalement, ils ont eu les yeux un peu plus gros que le ventre. Mais après, ils avaient le capital aussi qui leur permettait de penser comme ça. C'est le jeu aussi. Je veux dire, tu as une assumption, tu as des hypothèses, tu les testes, elles ne marchent pas. Oui, c'est la vie. Hein. La seule différence, c'est qu'eux, ils ont cramé 100 millions et ils ont raté. Nous, on a cramé utilisé un peu globalement 1,5 million depuis la création de la boîte, un peu plus, pas loin de 2 millions. Et on a des résultats qui sont très cool. Donc voilà, la levée de fonds, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et là, je suis en train de lever des fonds à nouveau, donc sur des montants beaucoup plus élevés. Et pour aller faire des leviers encore plus gros, en particulier auprès de l'Europe, il y a des dispositifs comme l'EIC Accelerator qui te permettent d'avoir 2,5 millions de subventions si toi, tu as 800 000 euros dans la poche. Donc en fait, soudainement, ton accélération, elle prend une échelle de plus. Donc ça, c'est série A. En fait, c'était précis comment ça se passe. C'est pas dilutif, ça, ces subventions de l'Europe. C'est des subventions, c'est pas, pas du dilutif. C'est pas des séries. Oui, mais vous devez quand même lever de l'argent pour pouvoir avoir cette aide de l'Europe. Il nous faut quand même des fonds propres et avoir une stabilité financière. Et aujourd'hui, notre chiffre d'affaires n'est pas suffisamment élevé pour faire levier sur ça. Techniquement, ce qu'on a fait en 2023, c'était un pré-seed. Aujourd'hui, donc, ce qu'on fait, ça serait plutôt un seed, donc une levée d'amorçage, parce qu'on n'est pas encore à un niveau de chiffre d'affaires où on peut dire que c'est une série A. Donc là, l'idée, c'est de faire un peu cette transition, de passer de 12 à 25-30 personnes dans les 2 ans qui viennent, et donc de commencer à multiplier vraiment nos chiffres d'affaires un peu par 5-10 dans les 2 années qui viennent. Mais c'est corrélé, parce qu'en fait, tu parles beaucoup du nombre de personnes que tu as dans ton entreprise. Moi, je pensais que ton KPI, ça serait peut-être tes revenus, ton MRR ou... Alors, tout à fait. Ça va dépendre des business models. Aujourd'hui, notre business model sur les technologies qui sont nouvelles, c'est une licence qu'on va facturer annuellement au studio, qui va aller de 60 000 euros par an à 500 000 euros par an, voire parfois plus pour les très très gros projets de jeu. Parce que nous, on vise les studios qui ont entre 2 et 50 millions de budget sur une production de jeu. Donc c'est par jeu, tu payes une licence? Ou c'est le studio qui paye? C'est une licence annuelle. Donc voilà, donc le studio a par exemple 20 millions de budget sur un jeu. Nous, on va lui faire une facture annuelle de notre licence qui est, je sais pas, 250 000 euros par exemple. Et ça, il va la payer tous les ans tant qu'il est en production de jeu. Une fois que son jeu est sorti, il arrête de la payer parce que ça... C'est fini. Voilà, le jeu est sorti, il est terminé. Et pour la maintenance, vous lui facturez pas s'il fait des DLC et tout, on en discute. Mais si le jeu est sorti et il les touche plus, on ne le facture plus. Et donc ça veut dire que nous, en fait, les sauts de revenus et de MRR, ils sont énormes. Donc on n'a pas de clients
donc on a 0 de MRR, à on a 2 clients, en fait, soudainement, on a 80 000 euros de MRR. Alors que souvent, à une époque, le gold standard pour faire un seed, c'était d'avoir 10 000 euros de MRR. Nous, ce palier-là, on est soit très en dessous, soit on l'explose. Et donc, évidemment, tu es obligé d'avoir des discussions qui sont un peu différentes, où tu dis, voilà, là, on a fait telle étape avec tous ces studios, donc on sait qu'on va atteindre ce niveau de MRR dans 3 mois, 6 mois, 9 mois. Donc, en fait, la levée de fonds, elle a du sens pour nous, parce que ce qu'on veut, c'est prendre, là, on a 8 studios qui ont notre technologie de leur pré-prod. Dès qu'ils passent en prod, ils se mettent à nous payer. En tout cas, le montant de la licence. Ce qu'on aimerait, c'est ne pas en avoir 8, c'est en avoir 45. Comme ça, dans 6 mois, on sait qu'on va toucher 2 millions de CA par an. Je donne des chiffres au hasard encore. Mais notre courbe de progression, elle est évidente. Donc voilà, en général, tu parles de MRR pour du SaaS B2B. Il y a plein de boîtes qui ont des business models complètement différents. Et donc, tu ne peux pas utiliser ce critère-là. Oui, parce que finalement, c'est plus des gros tickets que vraiment des petits tickets mensuels. Voilà. C'est pour ça. On va faire une petite question un peu générale. Quelle est ta vision sur l'écosystème IA aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de la technologie? Qu'est-ce que tu penses de son impact? Donne-nous ton avis dessus. Éclate-toi. Je pense qu'il y a beaucoup de bullshit. Ouais, ça je suis assez d'accord. Mais il y a une quantité de bullshit qui est monstrueuse. Je suis très d'accord avec ce point de vue-là. On va s'amuser. Et ça fait un peu mal. Alors, d'un côté, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait ce scientifique Stephen Hawking. Il disait l'intelligence artificielle sera soit la meilleure invention que l'humanité ait faite, soit sa dernière. Pour rappeler le contexte, c'est vrai que l'IA, ça peut être problématique pour plein de sujets. On a suffisamment de films de fiction qui nous expliquent très bien. Terminator, Matrix, tout ça. Enfin, voilà. Aujourd'hui, l'IA, il y a énormément de fantasmes, il y a énormément de préjugés, et donc il y a énormément de cristallisation qui se passe autour de ces sujets-là. Dans le jeu vidéo, typiquement, il y a des levées de boucliers énormes dès qu'on parle d'IA, parce qu'on nous dit, en fait, vous pillez le travail des artistes, vous copiez la voix des acteurs, donc en fait, ils perdent leur boulot, et de toute façon, vos créations, elles n'ont pas d'âme, elles sont nulles. Tous ces points-là, ils sont vrais quand tu regardes ce que font les Américains et les Chinois. Je suis totalement d'accord avec ces points-là. Par contre, il y a des manières d'utiliser l'IA de manière éthique, de manière logique, et pour faire des créations qui ont du sens, et qui rémunèrent les artistes et les gens dont le travail est utilisé, et dont le travail est complémenté par l'IA. Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup de levées de boucliers, parce qu'il y a plein de gens qui, littéralement, font de la merde quand il s'agit de développer et d'utiliser l'IA. De plus, je pense que ce fantasme de on va atteindre l'IA générative en 2026, l'IA générative, l'AGI, c'est ça, c'est l'IA généraliste. Donc la singularité, je préfère vraiment le terme singularité, ça rappelle un peu à quel point on est vraiment rêveur là. Non, mais c'est l'importance du terme, parce que AGI, ça veut rien dire. Non. Singularité, c'est un moment définissant dans l'histoire. Donc, ce truc de on va atteindre la singularité dans un an, c'est totalement bullshit. Ça n'arrivera pas. Ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. C'est pas parce que tu as des agents IA qui arrivent à avoir une réflexion probabiliste plutôt sensée et à te donner des résultats sur Internet que ton IA, elle a une conscience d'elle-même. Donc, on en est encore très loin, malgré ce que raconte ce cher Sam. Et ensuite, aujourd'hui, il y a énormément de gens qui fabriquent un truc très vite fait en se pluguant à ChatGPT et à 2-3 outils d'IA, et qui disent « Regardez, j'ai le meilleur produit du monde, vite, vite, je fais du cash dessus, et vite, vite, je me barre. Quand tu fais ça, ta plus-value, elle est quasiment nulle, parce que ton voisin peut faire la même chose, ça prend le même temps. Elle est nulle. Et ensuite, c'est très... Enfin, bon, c'est des business practices qui sont ce qu'elles sont. Les Américains adorent ça. Et ensuite, tu n'es pas en train de créer de la valeur. Tu es en train d'essayer de créer du cash. Qui sont deux choses différentes. Après, si le client, je fais l'avocat du diable, le client, il a payé ce service un peu nul qui est juste un wrapper ChatGPT. Un wrapper ChatGPT, ça veut dire que la personne envoie de la valeur. Ah, mais si le client envoie la valeur, c'est très bien. Mais il n'y a que lui. Hein. Mais tu n'es pas en train de construire une infrastructure et un produit qui va avoir de la valeur sur le temps long. Tu es en train d'essayer de
t'assurer que ton investisseur va mettre du cash et que sous les 2 ans, tu as fait ton exit. Mm. Et c'est un des effets secondaires du capitalisme. Après, on peut penser plein de choses sur le capitalisme en bien ou en mal, l'ultralibéralisme, tout ça, c'est pas le débat. Mais voilà, le fait est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de créations qui sont pas faites pour être pérennes, qui sont faites pour être rapides. Mm. Et donc, évidemment, quand tu fais ça, bah, tu as du bullshit de partout. Tu as des gens qui ont des ambitions totalement démesurées qui n'arriveront jamais. Et en fait, la réalité de la valeur, elle se trouve quelque part dans cette masse de mésinformation, désinformation, qui est très compliquée. Tu as vraiment une énorme différence entre les gens qui surfent la hype, et les hypers et les builders. Est-ce que tu construis ou est-ce que tu hype? Est-ce qu'il ne faut pas hyper un peu pour construire? C'est sûr. Ah, mais tu vois, en Europe, on est des très bons constructeurs, mais on est des très mauvais hypers. On n'est pas très bon en marketing de start-up. Voilà, aux États-Unis, c'est des super hypers, ils sont un peu moins bons en builder. Ouais. Alors parfois, ils buildent des trucs géniaux, hein. Mais bon, voilà, si l'un devait Le être au-dessus de ratio l'autre. hype, création, Exactement. et pas dans le même sens, on va dire. C'est clair Exactement. qu'ils sont très 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 bons pour vendre du rêve, on va dire. Beaucoup plus que d'autres peuples ou d'autres cultures, je dirais. Oui, tout à fait. Moi, j'ai l'impression que dans le milieu startup, maintenant, il y a des gens qui ne sont pas techniques, qui veulent faire de la tech parce que c'est hype, justement. Parce que tu peux tout vibe coder. Et Exactement. c'est incroyable quand tu vibe code. Regarde, je t'ai fait une application, j'ai déjà 2000 clients. Ouais, super. Et les clients, c'est tes potes. Et vous avez vu l'histoire de. Ah, comment ça s'appelait c'était pas Lemon, non, c'était pas ça. C'était une application de. Ah oui, avec les femmes là qui Exactement, pour protéger les femmes, qui avait été vibe codée. Et en fait, il n'y avait aucune sécurité. Et il y a des cartes d'identité, des informations personnelles de dizaines de milliers de femmes qui ont leaké parce que parce que il n'y c'était avait pas sérieux. aucune sécurité. Ah oui, parce c'est que pas sérieux. c'était vibe codé. Et donc, tu as aussi ce truc de, OK, en fait, à grand pouvoir, grande responsabilité, le vibe coding, l'IA, tout ça, c'est des énormes pouvoirs. Il faut prendre tes responsabilités vachement au sérieux. Parce que si tu fais de la merde, tu fais de la méga merde. Bah oui. Et ça va détruire des vies. Donc, en fait, arrêtons de tout le temps être dans l'accélérationnisme. De toute façon, il y a une courbe en S, hein. Aujourd'hui, aux États-Unis, le problème, c'est la production électrique pour l'intelligence artificielle. Bon, voilà, la limite, en fait, elle n'est pas sur les données ou la capacité de calcul, elle est sur la production d'électricité. Bon, maintenant, il faut construire des trucs. Donc, finançons ITER, finançons la fusion nucléaire, la fission nucléaire, faisons de l'énergie clean, green, renouvelable. Arrêtons de brûler du charbon. On n'a pas besoin d'avoir GPT 5.5.32 avec la voix de Scarlett Johansson qui sort demain. Ça peut sortir dans 6 mois. Ça ne va pas changer le monde. On n'est pas à 6 mois près. Ah oui, non, mais ça, ils ne comprennent pas. De toute façon, ça, pas grand monde comprend. À partir du moment où il y a du cash à brûler, notre ami Sam Altman, il est présent. Mais je pense que ça a baissé les barrières à l'entrée. Du coup, les gens ont l'impression qu'avec l'IA, ils ont cette impression que ça a baissé les barrières à l'entrée pour être... Voilà, et je vois beaucoup de gens, et notamment en vrai, même des femmes qui se disent maintenant, je ne suis pas technique. Moi, je peux faire un truc technique parce que j'ai plus besoin de CTO. Mon CTO, c'est ChatGPT, Claude, etc. Tout à fait. L'IA, c'est un peu le grand égalisateur de ce monde. Et donc ça, d'un point de vue social, c'est hyper intéressant. Parce que soudainement, les bloqueurs que tu te mettais à toi-même ou que la société te mettait disparaissent. Et ça, c'est trop bien. Alors, dis-nous où est-ce qu'on redirige les gens qui seraient intéressés par X et immersion, pardon. C'est quoi vos réseaux? Alors, on est assez actif sur LinkedIn. Ok. Donc, vous pouvez nous trouver là-bas. On a, donc évidemment, on a un site internet où on explique un peu ce qu'on fait. On a une chaîne YouTube qui présente plutôt bien les différents outils qu'on a pour les studios. Je crois qu'il y a aussi quelques-unes des conférences et des podcasts qu'on a fait, dans lesquels je suis intervenu régulièrement, moi ou mes associés. Et sinon, donc on était à la Gamescom là en août. En août. On sera à la Paris Games Week à la fin du mois. Donc voilà, si vous passez à la Paris Games Week à la fin du mois, allez dire bonjour à Koum. on sera dans le coin. On n'a pas de stand, mais on sera, parce que il y a aussi toute une partie business qui s'appelle la Paris Game Biz. Voilà, on sera dans le coin, tout ça. Et ensuite, on va avoir plusieurs événements. Il y a le MIGS, je crois que c'est en novembre, qui se passe au Canada, où on réfléchit à y aller. La Pocket Gamer à Londres en janvier, auquel on est régulièrement. Enfin, ça fait plusieurs années qu'on y va et qu'on fait des conférences.
Et c'est sûr qu'on sera à la GDC à San Francisco en mars. Donc voilà, on sera présent à plein d'endroits, on fait plein de choses. Super. Et moi, je parle beaucoup sur LinkedIn parce que j'ai des avis à donner et je pense qu'il y a des choses Donc allez aussi le suivre sur LinkedIn. Voilà, on mettra les liens en description également. Je suis là. Dans ton entourage, est-ce que tu as une personne que tu admires, qu'on devrait interviewer, qui peut-être n'est pas passée déjà ou n'est pas trop visible et qui mériterait d'être plus visible? Je vais reciter l'entrepreneuse que j'ai citée tout à l'heure, qui s'appelle Amanda, qui a monté une boîte qui s'appelle Live Arts. Elle est solo entrepreneuse. Elle n'a pas le temps de se mettre en avant et de faire de la communication alors qu'elle est excellente. Donc, je la recommanderais, elle. Elle est très cool. Et puis aussi, ça fait une femme, c'est bien de. Voilà. Complètement d'accord. Les rôles modèles féminins de l'entrepreneuriat, c'est vachement bien. Eh ben Ok, parfait, on prendra parfait. note. Merci à toi. Très bien. Bah, merci à vous. C'était un plaisir de discuter. Pareil.